Elles sont au cœur du développement et du changement politique. Elles représentent la majorité et ont toujours occupé une place importante dans la vie sociale et économique du Togo. Ceci bien avant même les indépendances. Que ce soit dans l'opposition ou dans la mouvance au pouvoir, elles sont celles qui réussissent à mobiliser le plus grand nombre de personnes dans la rue. Les hommes politiques de tous bords les courtisent, mais toujours dans les périodes de campagne électorale. Et pourtant, elles semblent oublier lorsqu'il s'agit de prendre part à la gestion de la cité. Certaines d'entre elles, par leur inventivité et leur dynamisme, ont même réussi à donner naissance à un label dont parle toute l'Afrique francophone, les Nanabens. Mais dans le même temps, le Togo a été classé 134e à l'indice de l'inégalité fondée sur le sexe par ONU Femmes, indice qui traduit les inégalités entre femmes et hommes en matière de santé reproductive, de pouvoir politique, de réussite dans le domaine éducatif et de participation sur le marché du travail. Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain qui est ce dimanche dans l'étape togolaise de sa tournée des femmes leaders d'Afrique. Occasion de donner la parole à ces mères, ces chefs d'entreprise, ces leaders d'opinion, bref, ces femmes leaders qui tranchent avec celles parfois caricaturales qui alimentent les médias internationaux lorsque l'on parle de la gente féminine africaine. Et si on les écoutait elles-mêmes parler de leurs conditions, de la discrimination dont elles font l'objet, mais également de leur qualité et de leur lutte. Plusieurs invités sur ce plateau de Lomé. D'abord, Rose Kayi-Mivdor, banquière et depuis peu ministre chargée de l'investissement du Togo. Bonjour Madame la ministre. Bonjour Alain. Merci d'être là. Second invité de ce plateau de Lomé, Josette Ataï Simenou, la secrétaire générale de la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement. Bonjour Madame Ataï Simenou. Merci Alain, bonjour. Notre troisième invité est maître Sylvia Akerebourou, notaire, ancienne présidente des femmes chefs d'entreprise. Bonjour Sylvia Akerebourou. Bonjour Alain Foucault. Comment expliquer que ici, dans ce pays, on voit les femmes dans les manifestations, c'est elles qui mobilisent, et qu'il y en ait si peu dans des postes de décision. Là, j'ai envie de commencer par la ministre, qui, elle, bénéficie d'une situation plutôt confortable dans ce domaine. Comment l'expliquer? Merci beaucoup, Alain. Effectivement, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça? Je pense que par rapport à la condition des femmes, on a, je dirais, des pesanteurs socio-culturelles qui pèsent sur nous et qui sont très, très, très lourdes. C'est vrai que nos sociétés sont essentiellement composée de femmes, mais nos femmes restent toujours à l'arrière-garde. Elle est à la maison, elle est dans les champs, mais elle n'est pas propriétaire foncier, elle est dans les champs, elle n'est pas propriétaire foncier. C'est elle qui s'occupe des enfants, c'est elle qui tient la popote, comme on dit chez nous. Je dirais globalement, c'est elle qui est vraiment, je dirais, le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre de tout cela. Mais quand il s'agit maintenant de rentrer dans les sphères de décision, on se retrouve face à des pesanteurs qui sont des pesanteurs socioculturels, et des pesanteurs que nous-mêmes également, j'ai l'impression que nous véhiculons de façon inconsciente. Les femmes. Les femmes. Les femmes. Oui. Vous partagez ce point de vue, Madame Simenou. Est-ce que ce sont les femmes qui elles-mêmes se mettent dans cette posture? Oui, on peut dire que les femmes se mettent dans cette posture. Pourquoi? Parce que quand il y a une femme qui réussit, les autres ne sont pas nécessairement derrière pour la soutenir. Vous dites les autres, c'est les autres femmes qui ne sont pas... Les femmes ne sont pas nécessairement derrière pour la pousser ou alors pour la soutenir. Donc, du coup, oui, dans ces sphères-là, on ne retrouve que des hommes. On ne retrouve que des hommes qui sont là, qui font leurs lois. Les lois sont également faites pour les hommes et toujours pour les hommes. Et les femmes mais là, Madame la ministre mentionnait quelque chose qui est quand même assez remarquable, et c'est qu'elle dit c'est peut-être les femmes qui sont aussi un des grands freins pour les autres femmes, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de jalousie entre eux. Oui, absolument, c'est de ça que je parle. J'ai dit, elles ne sont pas là pour soutenir celle qui est en train de monter. Mais au contraire, elles font tout pour qu'elle ne réussisse pas. Celle-là qui est vraiment au sommet. Au sommet. Donc, au lieu d'être là pour la soutenir, pour lui apporter tout le soutien possible, elles font en sorte qu'elle ne réussit pas. Elle préfère être à cette place. Si ce n'est pas elle, il vaut mieux que ce soit. Il vaut mieux que je sois derrière et puis que je laisse faire et puis que je regarde une chute éventuelle.
Une chute éventuelle, carrément. Une chute éventuelle. Voilà. Madame Akereboro. Moi, je pense qu'elles y seront pour quelque chose, mais en réalité, moi, il y a quelque chose qui me gêne. Vous verrez une femme, par exemple, moi, je suis notaire dans mon cabinet qui va acheter un bien immobilier. Elle va se faire accompagner d'un homme. Pourquoi? À quel titre? C'est un cousin, c'est un oncle, c'est un témoin. Comme si elle cherchait une force chez cette personne. Bon, Vous voulez dire qu'elle n'a pas confiance en elle ou bien c'est la société qui veut qu'il y ait un homme? Elle voulait avoir un poids de la société avec elle. L'homme représente un poids. La même chose, moi j'ai été très déçue par les femmes au niveau d'être administratrices des biens de leurs enfants en cas de décès du mari. Elles vont au tribunal. Les papiers sont faits pour les hommes. Bon, on nomme un administrateur. Ou bien si elles vont à la mairie, on nomme un administrateur. Mais elles ont le droit de refuser au tribunal. Parce qu'on va nommer un oncle, un incapable, ou quelqu'un qui viendra dilapider la succession. Mais elles n'ont pas le courage aussi, c'est social, de dire « Non, je veux être administratrice de mes enfants ». Mais quand on dit c'est social, c'est social, c'est social, j'ai envie de comprendre. Dans la société africaine, il y a un attachement de l'homme pour sa mère, pour sa sœur, qui est fort, pour sa fille, qui est fort. Comment expliquer que d'un coup, à un moment donné, la femme devienne l'adversaire, c'est-à-dire celle qui est choyée, soit celle que l'on malmène, Madame la ministre? Comment l'expliquer? Effectivement, que la femme qui est, je dirais, celle qu'on doit choyer, qui devient l'adversaire. C'est ça qui est étonnant, non? Oui, aujourd'hui, je pense que c'est parce que on s'est rendu compte que c'est une situation, c'est une condition qui ne peut pas perdurer. Parce qu'il faut un certain équilibre dans nos sociétés. Une situation qui ne peut pas perdurer. Et si nous-mêmes, on n'a pas une démarche volontariste par rapport à cela, comme on dit toujours, hein, ceux qui ont la part belle, ils ne la laissent pas facilement aux autres. Non, mais moi, j'ai envie de comprendre. Vous avez des hommes dans la société africaine qui mourraient pour leur mère, qui mourraient pour leur sœur, pour leur femme, etc. Mais en même temps, ils ne veulent pas qu'elle ait du pouvoir. Comment ça s'explique? Mais cher Alain Focard, Oui. c'est parce que cette mère pour laquelle on veut mourir, quand ce n'est plus la mère qui est devant et que c'est une autre femme carrément qui vient d'un autre environnement, mais on ne la cède pas comme une mère, comme une sœur. Mais au contraire, elle devient une personne à combattre parce qu'on se dit, mais pourquoi est-ce qu'elle peut... Elle prend une parcelle de pouvoir. Oui, elle prend cette parcelle de pouvoir et puis elle se dit, mais pourquoi est-ce qu'elle peut me diriger? Pourquoi elle peut me commander alors que, elle a sa place peut-être dans la cuisine ou alors dans la maison pour s'occuper de ses enfants. Oui, mais Maître Akereboro disait à l'instant qu'on va même pour la gestion des biens de la famille. Lorsqu'on veut choisir quelqu'un, c'est toujours un homme, alors que généralement, on se retrouve autour de la mère. C'est la peur de ces femmes-là de ne pas se faire accepter après le décès de leur mari dès qu'elles prennent la succession des biens. C'est-à-dire qu'on a du mal à accepter que celui parfois qui... on les rejette avec leurs enfants et donc on les met en dehors de la famille. C'est-à-dire qu'elle devient une pestiférée quelque part. Mais est-ce que ça vient pas aussi du fait que dans la famille africaine, on se dit la femme elle part, c'est-à-dire qu'elle va rejoindre une autre famille, donc elle ne peut pas gérer les biens de la famille d'où elle est partie, Maître Akereboro? Oui, bien sûr, ça c'est historique, mais bon, moi je suis plutôt optimiste quand même, parce que j'ai quand même plus de 20 ans d'expérience professionnelle et ça a évolué. Ça a évolué dans les sociétés, dans les constitutions de sociétés. Moi j'encourage les femmes à être administrateurs. Président du conseil d'administration, ça ne gêne pas. Donc de plus en plus ça évolue. Moi je suis quand même contente de l'évolution. Bon. Et moi, sur quoi je peux insister, c'est que quand la femme est vraiment... Là, je tombe dans le domaine, je sors un peu du domaine social. Quand elle est vraiment compétente, ça passe quand même. Vous avez le sentiment que les hommes l'acceptent de plus en plus? La preuve, on a... Il faut qu'elle travaille plus. Elle doit plus travailler. Elle doit plus travailler qu'un homme. Elle doit fournir plus d'efforts que l'homme pour être acceptée. Elle doit assurer sa compétence. Vous savez, moi, j'étais la première femme notaire, mais... passer les 5 premières minutes d'étonnement, parce qu'on me demande toujours, bon, c'est bien, arrivé, bon, le notaire n'est pas là, je dis, c'est moi. Il y a 5 minutes d'étonnement. Ce n'est que vous, c'est pas possible. Une femme, qu'est-ce qu'elle fait là? J'étais la seule, on n'était pas nombreux. Passer les 5 premières minutes d'étonnement, tout ça, ils acceptent. Donc, ça se passe bien ça après. veut dire que vous devez remplir correctement votre tâche. Vous devez rendre un service de qualité. Je terminerai en disant que
C'est pour ça que j'ai fait le programme qualité. Quand vous êtes certifié, quand vous montrez, moi je suis certifié ISO pour mon cabinet. Quand vous montrez de la compétence, il n'y a aucun problème. Ils sont satisfaits. Et ils viennent même plus souvent vers vous, parce qu'on a le sentiment quand même qu'ils ont plus confiance quand il s'agit d'une femme. C'est une garantie, quoi. C'est comme quoi le travail est bien fait. Bon, ça n'empêchera pas de faire... Bon, moi, ça ne m'arrive plus parce que j'ai un certain âge. Les petites blagues d'hommes, ça peut passer. Mais bon, ça n'arrive plus pour moi. Excusez-nous. Ça ne m'arrive plus. Mais mes collaboratrices se plaignent de ça un peu. C'est très lourd, non? Ce que je peux rajouter, effectivement, je suis totalement d'accord avec Maître Akereboro que quelle que soit dans la position dans laquelle vous êtes, quand vous êtes une femme, vous êtes naturellement obligé de faire plus que ce qu'on attendrait d'homme. Non. Parce que dans certaines positions, on s'attend naturellement à trouver un homme, parce que ce sont des positions de pouvoir. Donc, quand c'est une femme, déjà, on peut dire que aussi bien les hommes que les femmes sont sceptiques par rapport à votre capacité de réussite. Donc, vous devez faire plus, et en même temps, vous devez aussi bien gérer le travail que vous êtes en train de faire, le faire très bien, le faire de façon excellente, je dirais, et en même temps, gérer l'équilibre qu'il faut en tant que femme, épouse, en tant que mère. Donc, ça fait que sur ces trois... Parce que si vous réussissez professionnellement et que de l'autre côté, c'est des situations d'échec, c'est quand même, je dirais, un échec sur un pan de votre vie. Donc, ça fait que ces trois axes doivent être menés, mais vous devez faire plus. Et moi, j'ai eu des situations qui étaient, je dirais, assez cocasses. Quand j'étais directrice générale de banque, des secrétaires qui prennent des rendez-vous par rapport à des clients. Et quand on arrive et que c'est un rendez-vous qui est pris pour le DG, je suis avec ma collaboratrice ou bien je suis avec un collaborateur, c'est la secrétaire de l'autre côté qui demande où est le DG. Ah, d'accord. C'est-à-dire que c'est la dame qui se dit, ça ne peut pas être elle. Voilà, ils ne s'attendent pas à voir une femme. Donc quand on lui dit ça, elle dit, bon, c'est là où, effectivement, c'est-à-dire que... Mais ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que les femmes elles-mêmes ne se disent pas... Elles ne se font pas confiance là-dessus. Mais pourtant, on a le sentiment, notamment dans le domaine de la banque, et là je parle de banquières qui sont là, que lorsque l'homme arrive et que c'est une femme, il est plutôt en confiance, non? Un peu plus. Non, je me trompe là-dessus. Je donne un exemple simple. Oui. Au niveau de la banque, sur peut-être les centaines de promoteurs que nous avons, nous n'avons eu que deux femmes promotrices. 2 femmes. Oui. Et donc, ça voudrait dire que les femmes même, elles n'arrivent pas à originer des projets d'envergure. Elles se limitent, quoi. Oui, elles veulent aller pas à pas, que de faire de grands projets de plus de milliards. Et donc, du coup, vous voyez que... Que des hommes. Donc, que des hommes. Il faut préciser que la Banque ouest-africaine de développement... Que des hommes. Et donc, il faut aujourd'hui que les femmes osent aller faire des projets, de grands projets, chercher des expertises pour pouvoir les accompagner et vraiment des projets bancables pour que la banque puisse les suivre. Et ça, je crois que c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui, accompagner les femmes. Madame Simenou, oui. Comment expliquer ça? Pourquoi elles manquent de confiance ou c'est quoi? Pourquoi elles ne pensent pas qu'elles puissent monter des projets d'envergure? Je crois que les femmes aiment rester dans les micro-projets plus que dans les projets d'envergure. Parce que la BOAD, projet... Quand vous venez auprès de la BOAD pour le financement de projets, ce n'est pas comme dans les banques locales où on peut faire des petits crédits, etc. Mais c'est des gros projets. Donc, du coup, je crois qu'elles n'arrivent pas à se faire accompagner et à monter leurs projets. Mais, bon, la banque est là. Et pour toujours les accompagner, il suffit qu'elles aient la volonté de pouvoir... Qu'elles osent un peu plus, voilà. Oui, qu'elles osent un peu plus. C'est ce qui manque peut-être, qu'elles osent un peu plus. Là, dans votre cas où vous êtes quand même secrétaire général de la Banque ouest-africaine de développement, c'est une fonction hyper importante. Est-ce que vous rencontrez chez les hommes une grosse bagarre au quotidien? Ou bien est-ce qu'ils vous ont accepté? Non, je crois que c'est la compétence qui parle pour vous. Dès qu'ils savent qu'ils doivent apprendre de vous, alors ben, la collaboration, elle est très bonne. Donc, c'est la compétence, comme on le dit. Il faut montrer sa compétence. Et parmi vous, les ministres, on ne dit pas,
Elle est gentille, la dame. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et je pense qu'aujourd'hui, au niveau du gouvernement, je pense que c'est un message fort que le chef de l'État veut faire passer, parce que servir d'exemple. C'est-à-dire que c'est pour pouvoir, je dirais, insuffler cette dynamique-là au plus haut niveau, pour s'assurer que elle est reprise également au niveau de toutes les instances. Donc, au niveau du gouvernement, on est 12. Mais en plus, vous retrouvez des femmes dans des postes très forts. Alors, vous êtes 12 sur combien? On est 12 sur 33. 33. Voilà. Donc, et vous retrouvez des femmes dans des positions très fortes, notamment ministre de l'Armée. C'est une femme. Ministre de l'Armée, oui, en effet. Oui. Le chef du gouvernement. Oui, c'est une femme. La première ministre. Premier ministre. L'économie numérique, digitalisation, qui est un axe très important aujourd'hui pour la transformation du pays. C'est une femme. La promotion de l'investissement. Votre servante. Donc, effectivement, dans des positions... Mais c'est vécu comment par les hommes ou bien à l'Assemblée? Non. À ce niveau-là, c'est la compétence, en fait, qui s'impose. C'est la compétence. On ne se pose même plus la question, j'ai l'impression qu'on ne se pose même plus la question du genre. C'est la compétence qu'on regarde. Alors, on entend souvent dire, bon, les hommes sont généralement lourds avec vous. Quand ils arrivent, ils dragouillent un peu. Est-ce qu'à ce niveau-là, ils dragouillent encore? Ils sont plutôt apeurés, non? Comme elle l'a dit, c'est la compétence. Je crois que là, tout disparaît. Le travail bien fait. Donc, quand il arrive, il voit une dame qui travaille bien, il ne se dit pas, bon, c'est là, je l'emballerai bien à un moment donné. Je crois que, comme l'a dit Mme Yvedor, c'est la compétence. Ce qu'il cherche, c'est de savoir si vous êtes au point. Si vous êtes au point, si vous êtes compétent, ça se passe très bien. Il vous remercie vraiment de l'avoir soulagé. Moi, je parle à mon niveau. Mais ils invitent quand même de temps en temps encore à un petit dîner le soir. Non, ça vous est plus arrivé du tout? C'est bien ça. Ça se fait, hein, ça se fait. C'est également ce côté féminin. Nous sommes des femmes. Hein. C'est pas parce que nous sommes des femmes de pouvoir qu'il n'y a plus du tout cette féminité. Donc ça fait plaisir. L'essentiel, c'est de savoir garder les distances et que ça ne dépasse pas certaines limites. Voilà. Et quand c'est fait avec une certaine finesse, on apprécie plutôt, on le prend comme un compliment. Oui, parce que tout de suite, généralement, on dit harcèlement. C'est pas tout le temps le harcèlement. Non, pas du tout. Ça rassure quand même, parce que quand on vous écoute, on se dit, bon, peut-être que ça évolue un tout petit peu. Non, ça évolue. Je crois que ça a beaucoup évolué. Ce n'est pas parce qu'on est à un niveau très élevé que les hommes doivent toujours nous embêter. Non, au contraire, comme elle a dit, quand on vous fait une invitation, c'est avec plaisir, mais il faut toujours avoir les limites. Il y a des limites à ne pas dépasser. Voilà. Donc, c'est rester dans le cadre vraiment professionnel ou de l'amitié, et puis ça va très bien, ça marche. Mais quand on vous entend quand même, on se dit, bon, peut-être que vous êtes des cas vraiment à part, peut-être que vous n'êtes pas représentative, parce que quand on dit vous êtes classé 134e à l'indice de l'inégalité fondée sur le sexe par une femme, et qu'en réalité, ici, on rencontre encore des problèmes pour être embauché quand on est une femme, quand même. À la BOAD, le président Ekoué, quand même, tient à l'expertise féminine. Et donc, du coup, aujourd'hui, on encourage plus les candidatures féminines. Et à diplôme égal, compétence égale, c'est la femme qui est retenue et qui est... Donc aujourd'hui... retenue. Donc du coup, je crois que la tendance commence à se renverser et la donne change. Mais est-ce que c'est le cas aussi dans les campagnes? Parce que là, on est à Lomé, tout va bien, il y a une volonté politique affichée, c'est évident. Mais est-ce que c'est le cas à Lomé? Est-ce que c'est le cas aussi dans les petites et moyennes entreprises? Madame Simenou? Oui, dans les campagnes, aujourd'hui, il y a une politique quand même de scolarisation des filles. Et donc, les garçons et les filles, aujourd'hui, ont droit d'aller à l'école. Et même, il y a la scolarité gratuite. Oui. Donc, mais là, vous avez commencé... Cette politique-là est là. Et donc, du coup, dans les campagnes aujourd'hui, les parents ont compris qu'il faut envoyer tous les enfants à l'école, pas que les garçons. Grâce à la gratuité. Non, pas que la gratuité, mais... Oui, parce que dans la plupart des pays où nous avons été, on voit qu'à un moment donné,
lorsque se pose la question de l'argent, on sacrifie la fille. On sacrifie la fille au profit du garçon. Oui, effectivement, par rapport à ce que vous dites, je pense que il y a encore un travail à faire. On ne va pas dire que le taux de scolarisation et puis même le taux le nombre de femmes dans les administrations, le nombre de femmes dans les entreprises privées par rapport aux hommes en ville est le même que dans les campagnes. Certainement dans les campagnes, il y a encore, je dirais, un travail à faire. Je pense que là également, les pesanteurs sont plus fortes. Même les conditions de vie font telles que quand il faut faire un arbitrage, quand il faut faire un choix, effectivement par rapport à certaines circonstances, le choix est vite fait en défaveur de la femme. Donc ce pourquoi aujourd'hui, les politiques que nous devons mettre en place et qui sont mises en place tendent, je dirais, à créer un écosystème qui va favoriser et encourager à ce qu'on puisse scolariser au maximum la femme. Parce que moi, je pense qu'il y a un élément important. Au départ, je l'ai dit, que nous-mêmes, inconsciemment, nous contribuons un peu à ces pesanteurs. Pourquoi ? C'est parce que c'est juste par rapport à l'éducation qu'on donne, par rapport à l'éducation qu'on donne à nos enfants. Ou, par exemple, en tant que femme, en tant que mère, juste un cas typique simple. Vous êtes à la cuisine le soir, vous avez un fils et un garçon. Pourquoi vous n'appelez pas les deux pour qu'ils viennent vous aider à la cuisine ? Vous appellerez naturellement la fille, vous n'appellerez pas le garçon. Et donc, vous êtes en train de créer un schéma dans l'esprit du garçon. Il pense que la place de la femme, c'est à la cuisine, et lui, c'est devant la télé, etc. Bon, je pense pas. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a tout cela. Et donc, pour nous, favoriser l'accès à l'éducation des filles en milieu rural contribue réellement à travailler sur l'émancipation de la femme. Parce que je pense que c'est la connaissance, c'est le savoir qui permet également de faire évoluer les sociétés. Alors, on sait que dans nos sociétés africaines, la place du mariage est centrale dans la vie des femmes. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que, comme disait une autre invitée sur ce plateau, une autre femme leader, les mamans et les papas inculquent de plus en plus que le premier mari de la femme, c'est son travail. Est-ce que c'est de plus en plus présent, Maître Akereboro ? Oui, c'est très présent. Moi, je sors d'une famille de filles. Alors, on n'est que 5 filles, mais ma mère m'a toujours dit, ton premier boulot, ton mariage est ton premier boulot. Donc, c'est le contraire, le boulot est ton premier mari. Mais c'est important, parce que moi, je voulais revenir à l'intervention et compléter celle de mes deux consoeurs là, c'est qu'il y a aussi les grossesses précoces. Cette partie, on a oublié. Oui. Et ce sont la fille de CM2 ou de la classe de 6e à 12-13 ans qui tombe enceinte, 15 ans, c'est fini pour elle. Donc, il y a peut-être ça, avoir l'éducation sexuelle à plus développer, à faire développer chez les filles. Mais les femmes, quand je reviens à la question, le boulot qu'est le premier mari, c'est très important. Et moi, je pense que nous l'avons tous inculqué à nos filles. Et c'est dans ce cadre-là, dans ce cas, il faudrait qu'elles fassent plus. Les filles ne font plus tellement la série A, par exemple. La série littéraire. La série A, elles ne font plus beaucoup ça. Mais quand tu vous poses la question, vous direz, faites une série scientifique. Même s'il faut revenir pour devenir notaire ou avocat, c'est pas grave. Vous aurez une base scientifique. Donc, c'est un conseil que vous donnez. C'est mon conseil. De faire plus des séries scientifiques. Voilà, il faut avoir plus de possibilités. Il y a plus de débouchés. Plus de débouchés, puis en même temps, je crois qu'on est un peu plus cartésien quand on fait la série scientifique. Moi, je pense. Donc, je crois que le clivage va disparaître de plus en plus. Maintenant, il y a la pesanteur. Je ne sais pas pourquoi cette pesanteur ne bouge pas suffisamment. Alors, tout à l'heure, vous mentionniez la question des grossesses précoces qui, finalement, amènent les jeunes filles à partir de l'école un peu tôt, à abandonner leur scolarité. Est-ce que dans ce domaine-là, il n'y a pas quelque chose véritablement à faire ? Vous avez parlé de l'éducation sexuelle, mais comment on l'organise ? Parce qu'on sait qu'en famille, la question du sexe est généralement tabou. Très, très tabou. Les mamans même ont du mal à parler de sexe avec leurs enfants, Madame la Ministre. Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, les Africains sont prudes. Oui. Quand il faut parler de sexe... Prude quand il y a la lumière, oui. Quand il y a la lumière, tout à fait. Voilà. Heureusement, aujourd'hui, au niveau scolaire, dans les écoles, notamment au niveau du collège, il y a des cours d'éducation sexuelle. Je dirais pas éducation sexuelle. Pas vraiment. Oui, c'est plus sur, je dirais, l'anatomie, donc sur les sciences où on parle du système reproductif, d'accord, et donc où on aborde, je dirais,
en partie l'éducation sexuelle. Mais effectivement, parallèlement à ça, dans les lycées, dans les collèges, on a eu à constater effectivement qu'il y avait des dérives. Je ne veux pas dire des débordements, des dérives. Il y a, je dirais, un programme qui est mis en place pour pouvoir sensibiliser les enfants par rapport aux risques liés aux grossesses précoces. Voilà. Et je pense qu'au niveau du Togo, on a été même plus loin. Il y avait un texte de loi qui sanctionnait sévèrement, je dirais, toutes les grossesses qui pouvaient être générées par des enseignants. Et ça vraiment... Et pas seulement par les enseignants. Je connais des pays où, quel que soit l'auteur, si elle n'est pas majeure, il va en prison. Tout à fait. Façon. Donc c'est un peu le dispositif qui est là. Mais dans le même temps, on sait que ça ne résout pas forcément la question. Quand elle est enceinte, la maman la garde à la maison, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une démarche réelle à entreprendre auprès de l'éducation nationale pour que ce soit appris aux enfants au moins leur sexualité, comment se comporter? Oui, je pense que c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je dis, parler de la sexualité à l'enfant dans le système scolaire n'est plus tabou. C'est un pan de la formation. Oui, mais on parle d'anatomie, on ne va pas loin. C'est très, très prude, comme vous le disiez tantôt. Oui. C'est très prude. Est-ce qu'il ne faudrait pas y penser, parce qu'elles sont quand même un nombre important. Oui. Elles sont un nombre important on parlait d'une vingtaine, plus de 20% à quitter l'école à cause des grossesses précoces. C'est énorme. Madame, moi, je voulais proposer peut-être dans les campagnes, arriver à une prise en charge, parce que ça devient un poids pour la mère. Cette fille de 15 ans qui tombe enceinte, qui ne peut plus continuer, c'est un poids, elle revient. Est-ce qu'on peut envisager une prise en charge, une aide à la famille pour qu'elle puisse retourner, continuer? Ça peut être une mesure, mais peut-être la bonne mesure, c'est de commencer quand même à sortir de cette hypocrisie et de parler un peu de sexualité avec les enfants. C'est plutôt ça. C'est peut-être ce qu'il faut entreprendre. L'autre aspect, c'est que ce pays était connu pour ses Nana Benz, qui ont été remplacées par les Nanette Benz, qui sont ces femmes qui vendaient des pagnes, qui ont fait le succès dans toute la sous-région. Or, dans le même temps, au-delà de ça, on n'a pas le sentiment de les voir très entreprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? On a le sentiment qu'il y a eu un recul de ce côté-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Si je peux... Il y a toujours des Nana Benz. Oui. C'est pour ça que, par rapport, je dirais, aux propos de Madame Simenou, je n'étais pas totalement d'accord quand elle disait que c'est certainement qu'elle a eu un aspect de l'entrepreneuriat féminin au Togo, au niveau de la BOAD, mais qui ne traduit pas réellement, je dirais, le dynamisme de l'entrepreneuriat féminin au Togo. Elle, c'est le haut du panier. Voilà. Parce que moi, j'étais dans la banque commerciale. Je peux vous dire que le commerce général au Togo, l'entrepreneuriat, le commerce au Togo est essentiellement tenu par les femmes. Et avec, je dirais, sur des quantums qui sont relativement importants. Donc aujourd'hui, certes, les Nana Benz telles qu'elles étaient avant, elles ont disparu. Elles ont été remplacées par leurs filles qui sont allées à l'école. On devait en avoir une sur ce plateau qui n'a pas pu arriver. C'est dommage. C'est dommage. Donc elles font le business autrement. Elles ont d'autres idées et elles ont investi également dans d'autres secteurs. Mais elles sont là et elles tiennent... Toujours aussi dynamique. Toujours ce dynamisme-là. Mais on a souvent dit qu'elles avaient du mal à être accompagnées par vous, les banquiers, parce qu'elles n'avaient pas toujours la caution à déposer. Non, j'en ai parlé. Je l'ai bien dit que c'est différent quand même des banques locales. C'est-à-dire que à la BOAD, c'est des montants importants. Mais par contre, dans les banques locales, elles ont accès quand même à mais est-ce qu'elles ont accès au crédit comme les hommes? Elles ont accès au crédit, mais pas comme les hommes, certainement. Mais elles ont quand même accès au crédit au niveau des banques locales. Mais c'est au niveau plus élevé qu'on ne voit pas... on ne les voit pas trop. Mais est-ce que ça ne vient pas aussi de la question foncière? Parce qu'on sait que, maintenant vous êtes ministre, mais je sais que la banquière que vous étiez, quand elle était là-bas, le sésame, c'est le titre foncier. Quand on vient prendre un crédit, qu'est-ce que vous nous laissez en garantie? Titre foncier. Or, elles n'ont pas beaucoup accès à... Je voudrais revenir sur l'intervention de madame. Il y a beaucoup de PME-PMI en réalité. Les femmes, elles sont dans les activités. Elles sont dans l'agro-business, elles sont dans le... Vous voyez, mais c'est des petites unités. Bon, elles vont aux banques. Quant aux garanties, titre foncier, ce n'est plus difficile. Aujourd'hui, le Togolais est très porté sur l'immobilier. Donc, les femmes ont leur titre de propriété. C'est pas tellement ça. Et c'est pas la seule garantie. En termes de proportion, elles en ont suffisamment aujourd'hui? Les femmes de ville.
Voilà. En ville, elles C'est ont la beaucoup nuance de que j'allais- Parce que c'est ce que... Oui, En campagne, non, à la campagne, Oui. non. voilà. Parce que ça terre représente est- le plus grand nombre, celle de campagne. Oui, mais celle des campagnes aussi, c'est que la loi est faite pour tout le monde. La terre, la femme a le droit d'avoir la terre. Simplement, dans les campagnes, il y a les coutumes. Certaines femmes n'héritent pas, elles ont la terre pour cultiver, pour travailler, mais elles n'ont pas le droit de... Ça ne leur appartient là-dessus. pas. Oui. Elles ne peuvent pas mettre ça en leur nom pour pouvoir aller à la banque ou à un organisme de crédit. Donc, Mais- moi, je Bon, ce que je dirais effectivement, La je pense vie que au niveau de la vie, en ville, il n'y a pas, c'est pas un problème majeur. Je pense que pour les garanties par rapport aux activités entrepreneuriales des femmes, il n'y a pas de problème. La difficulté majeure, c'est en milieu rural, où effectivement on se rend compte que la personne qui travaille la terre, c'est la femme. les femmes, elles ont le travail. L'homme est propriétaire de la terre, mais ceux que vous voyez qui font le travail de labour, etc., ce sont les femmes. Mais elles n'ont pas malheureusement droit à la terre. Mais heureusement aujourd'hui, je pense que ça a été adressé au niveau du Togo avec le nouveau code des personnes et de la famille, où au niveau des régimes, au niveau des droits de succession, effectivement, il est clairement défini que la femme peut hériter. Parce que c'était des problèmes de succession. Vous avez parlé dans le début des propos que la femme, quand elle se marie, elle quitte la famille, elle s'en va. Donc c'était un peu cette logique-là également qui faisait que, au niveau des biens immobiliers, des propriétés, des actifs de la famille, naturellement, elle en était exclue. Mais aujourd'hui, au niveau du code des personnes et de la famille, au niveau des régimes de succession, il est clairement établi que la femme peut hériter Sur aussi tout le territoire, sur tout le territoire. Parce que souvent dans la coutume, il y a souvent une superposition du droit public et puis du droit coutumier. C'est surtout le territoire, le mais terre est là. les femmes de la campagne, les femmes rurales, ne dépassent pas, elles ne savent pas, il y a l'information qui n'est pas passée, et puis bon, elles travaillent, mais pour aller chercher l'argent, pour aller chercher le crédit, c'est l'homme, et souvent, dans les campagnes, ils n'ont pas de titre de propriété. Faut être honnête Et de puis dire. dans les mariages polygamiques, c'est encore beaucoup plus compliqué. Oh, en cas de règlement de succession. En cas de règlement de Non, c'est succession. pas compliqué. Nous avons le code de la famille. On peut régler. Le problème, c'est pas tellement, c'est la diffusion de l'information. Le foncier, c'est arrêté au foncier de la ville. D'accord. Le foncier des campagnes. Il n'y a aucune obligation à un propriétaire foncier, à une famille, de faire son titre de propriété. C'est ça le problème. L'homme aussi de la campagne n'a pas son titre de propriété. Hein. Il sait que ça lui appartient, le chef qui est là, qui peut attester, mais il ne fait pas l'effort pour établir son titre foncier. Il n'y a pas la démarche administrative. Pas la démarche. Les femmes de ville ont toutes leurs titres de propriété. Elles ont toutes leurs titres de propriété. Alors, l'autre sujet, qui est un sujet quand même assez important, même très important, c'est les violences. Les violences faites aux femmes. Est-ce que c'est quelque chose de récurrent que vous voyez ici? Parce que généralement, on se tait là-dessus. Est-ce qu'il y a un niveau où ces violences-là diminuent aujourd'hui? On a le sentiment que c'est très tabou dans nos sociétés de parler de ces violences-là. Madame la ministre. Au niveau de notre société, on en parle. Et on est conscient que ça existe. On en parle parce que il y a un certain nombre je dirais, de structures de la société civile, et notamment le GFDD, etc., qui sont vraiment des acteurs, qui sont des porte-voix aux côtés du gouvernement pour parler des violences, des différentes formes de violences qui sont faites aux femmes. Et donc, après, il y a tout un dispositif pour... et c'est réprimé également dans le code pénal, avec, je dirais, une certaine description. Donc, c'est pas quelque chose qui est tabou. On en parle, puisqu'on est conscient. À côté de cela, il y a la violence qui est faite aux hommes, dont on n'en parle pas trop. Ah oui, Mais franchement. celle qui est faite aux femmes, On n'en peut plus. On ne parle que des autres. Nous, dans tout ça, on se fait tabasser, on dit. C'est vrai. Oui, c'est vrai. En plus, quand un homme se fait tabasser, personne n'en parle. Ah oui, j'en connais quelques-uns. Hein. Et je crois que l'homme même ne veut pas qu'on sache. que tu fais. Oui, c'est surtout ça aussi. Donc, Oui, d'accord. Alors, il y a quelque chose qui nous fait rigoler, qui nous fait beaucoup rire, c'est le fait que... Est-ce que ce que l'on voit dans les sociétés occidentales, la rivalité entre la femme et la belle-mère, ça existe aussi chez nous? Est-ce que c'est quelque chose qui se gère? Est-ce que c'est quelque chose dont on parle? Madame la ministre, vous avez bien une belle-mère. J'en ai bien une, mais elle est décédée. Donc vous êtes débarrassé de la question. Non, pour ma part, je pense que c'est une question de personnalité. C'est une question de personnalité et je pense également une question d'éducation. Considérer sa belle-mère comme sa mère
Et je pense que par rapport à l'attitude qu'on aura vis-à-vis de sa belle-mère, on aura l'effet boomerang. Si elle a une attitude Parce qu'elles ont beaucoup de pouvoir, les belles-mères. Est-ce que ici c'est des adversaires ou bien c'est des alliés régulièrement? À mon niveau, elle était Madame une Simenou. alliée. Oui, ma belle-mère, Vous ne dites pas ça pour paix faire à son plaisir à âme, votre mais mari. elle était vraiment une alliée. Quand je partais en mission, c'est elle qui était là pour s'occuper des enfants. Elle s'occupait de la maison. Quand je dois rentrer, elle savait de quoi elle doit me préparer avant que je ne rentre parce qu'elle sait que j'aime manger une sauce spéciale. C'est laquelle des sauces? C'est La laquelle? sauce Adimé. Ah, c'est fait Du comment? coup, Dites-nous. elle me fait toujours. Mais c'est une femme adorable. C'est une question d'éducation. Dès que vous lui donnez de l'amour, elle vous donne de l'amour. Ça, c'est clair. C'est pas une Donc, obligation. Elle ne prend oui. pas trop de place dans la maison. Non, elle ne prend pas trop de place. Elle connaît sa juste place dans la maison. D'accord. C'était une bonne belle-mère alors. Une très, très bonne. Mais j'espère que vous ne dites pas ça Personne. pour votre mari. Non, non. En tout cas, je fais ça pour mes enfants. Je veux être la belle-mère qu'a été ma belle-mère pour moi, pour les conjointes de mes enfants. Voilà. Moi, je pense Maître que Akerebo. j'ai pas eu de problème. Elle est partie tôt, mais j'ai pas eu de problème. C'est celles qui n'ont plus leur belle-mère, généralement, qui disent ça, hein, généralement. Non, mais c'est, comme elle l'a dit, moi, je voudrais être une mère pour mes belles-filles. Parce que Vous avez un fils? j'ai 2 fils. Vous avez 2 Donc, fils. j'ai 2 donc, belles-filles aussi. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Très bien. Vous ne prenez pas trop de place dans leur vie. Oh non, pas du tout. Même je suis recherchée, j'ai pas beaucoup de temps. Madame la ministre, vous avez des enfants? Oui, j'ai un garçon. J'ai un garçon. Donc, pour ma part, comme je l'ai dit, je pense que c'est vraiment... il faut se mettre à la place des autres. Ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, il ne faut pas le faire aux autres. Et donc, et considérer également que votre époux, il a quand même une affection particulière à sa mère. Et que, inconsciemment, certainement, il essaie également de retrouver, à travers sa femme, sa mère aussi. Mais j'espère que vous cherchez à retrouver votre père en nous aussi. Alors, l'autre fléau, c'est celui des réseaux sociaux. On sait que beaucoup de filles, beaucoup de jeunes filles aujourd'hui sont un peu perdues dans cet environnement et que c'est un peu la guéguerre que la plupart des parents mènent. Est-ce que vous avez un conseil dans ce sens? Parce que finalement, le selfie et les positions un peu ambiguës, c'est devenu la pratique malheureusement en Afrique, notamment francophone dans ce domaine-là. Madame Simenou. Moi, mon conseil pour mes enfants, c'est d'aller de moins en moins sur les réseaux sociaux. Et quand vous y allez, mettez-vous en valeur, ne mettez pas n'importe quelle photo et mettez moins de photos d'ailleurs sur vos pages Facebook ou autres. Parce que même pour les recrutements aujourd'hui, les recruteurs vont regarder. Oui. Ce que vous avez laissé sur la toile. Sur votre page. Et ça peut vous desservir. Donc, c'est de faire attention, très attention à ce qu'on peut poster sur les réseaux Éviter sociaux. les photos, Voilà. les photos en petite tenue. En petite tenue. Et c'est toujours d'envoyer des photos qui vous mettent en valeur. En valeur. Et vraiment éviter même d'en envoyer si possible. Voilà. Madame la ministre. Je suis totalement d'accord avec elle. Je pense qu'il faut faire un peu la part des choses entre sa vie privée et sa vie publique. Et donc aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est comme si toute votre vie privée était dehors. Et les jeunes, malheureusement, n'arrivent pas à faire le discernement. Ils n'arrivent pas à voir les limites qu'il faut mettre dans ce canal de communication. Donc pour ma part, il y a même, je dirais, un travail à faire pour pouvoir éduquer les gens à l'utilisation des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de dérives. Et les parents ont du mal à protéger leurs enfants par rapport aux agressions qu'ils peuvent avoir effectivement via ce canal-là. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez important. Je pense que c'est une révolution qui est en train de nous dépasser. On n'était pas préparé à ça. Oui, il faut qu'on apprenne aujourd'hui à reprendre le dessus par rapport à ce canal. Parce que votre enfant est dans sa chambre, il est connecté, vous ne savez même pas à quoi il est connecté. Et à toute heure. Voilà. Maître Akerebo. Moi, je fais la guerre un peu avec mes petits-enfants qui sont plus grands, qui ont 15-16 ans et qui sont vraiment... Je fais la guerre parce que moi-même, je ne suis pas réseau social, donc je ne suis pas dedans, je ne suis pas intéressée. Mais quand je vois qu'on ne peut pas discuter, on ne peut pas parler, je dis, bon, si vous venez me voir, vous fermez vos appareils. C'est radical. Mais également, je vois les photos, moi, je suis dépassée, mais est-ce que ce n'est pas un phénomène de mode qui va passer?
Vous croyez que ça va rester? Mais Non, ça, ça va ça a du rester. mal à passer, en tout cas. Ça risque de perdurer. Il faut les éduquer. Ça a du mal, il faut les éduquer. Il faut les éduquer. Merci en tout cas, mesdames, d'avoir accepté de venir en débattre, de venir parler de vous, hein, qu'on ne parle pas à votre place, mais vous avez parlé de vous, de vos familles, de femmes, en gros, des femmes leaders en particulier. Merci. Nous arrivons au terme de ce débat africain spécial Femmes leaders du Togo, réalisé par Sébastien Faye avec Thomas Holland et Delphine Michaud. Merci, mesdames, d'avoir accepté d'y participer. L'actualité continue sur France 24.